Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 1er mai. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Le ministère de l'économie veut reprendre la main face aux dérives du e-commerce low cost, à lire sur Siècle Digital. Identité numérique, une infrastructure critique à découvrir sur Usine Digital. Jacadi, repris par le groupe Deveau, à lire sur République Retail. Et enfin, faire du shopping sur Amazon pourrait bientôt ressembler à une discussion en magasin, à lire sur Siècle Digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 258 consacré au débrief du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, un échange avec Sonia Mamin et Lisa Nakam, CEO de Jonac, pour revenir à froid sur ce qui s'est réellement dit entre décideurs autour de l'IA, de la gouvernance des sujets et des arbitrages très concrets qui commencent à se poser dans les entreprises. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, le point de départ est sans ambiguïté. La France affiche 0% de croissance au premier trimestre. La consommation des ménages recule, les exportations décrochent nettement. Le signal est clair, l'économie cale et cela se répercute immédiatement sur le commerce. SMCP perd 13% de chiffre d'affaires en France quand le groupe continue à progresser à l'international. L'écart ne révèle plus l'ajustement conjoncturel, il devient structurant dans la lecture du marché. Dans cet environnement, les performances reposent d'abord sur la capacité à piloter finement l'existant. Casino améliore sa rentabilité en travaillant son parc, ses formats, ses coûts. La croissance ne fait plus écran, elle ne masque plus les écarts d'exécution. Le physique évolue dans le même sens. Ikea déploie des magasins de 2000 à 4000 mètres carrés au cœur des zones de vie, dans des surfaces existantes. Le modèle historique des grandes surfaces périphériques recule dans les arbitrages. Le réseau se densifie avec une logique d'accessibilité et de capillarité. Dans l'habillement, la recomposition s'accélère. Le rachat de Jacadi par le groupe Deveau intervient dans un contexte de redressement judiciaire pour ID Kids. Les actifs circulent, portés par la situation financière dégradée d'un côté et par des groupes capables de saisir des opportunités de l'autre. En parallèle, la question des règles du jeu remonte très clairement. Bercy met en place Vigie e-commerce après avoir constaté que les trois quarts des produits contrôlés sur certaines plateformes ne respectent pas la réglementation. L'enjeu dépasse le contrôle, il touche à la concurrence même entre les acteurs soumis à des contraintes fortes et d'autres qui les contournent à grande échelle. Et puis, il y a ce qui est en train de se déplacer plus profondément. Amazon continue d'investir massivement dans l'intelligence artificielle via AWS, tout en transformant l'expérience d'achat. La fiche produit évolue vers une interface capable de répondre, d'expliquer et d'accompagner. Dans le même temps, Miracle met en évidence un point rarement adressé à ce niveau. L'immense majorité des pages produits reste aujourd'hui difficilement exploitable par les systèmes d'IA. La visibilité ne dépend plus uniquement des moteurs de recherche traditionnels, elle passe désormais par la capacité à être compris et activé par des agents. Les premiers indicateurs confirment ce basculement. Une part significative des ventes est déjà influencée par ces dispositifs avec des effets mesurables sur la conversion. Dans ce contexte, l'identité numérique s'impose comme un socle. Elle conditionne la fiabilité des échanges, la sécurisation des transactions et la capacité à opérer dans des environnements où une partie croissante des interactions est automatisée. Ce qui se joue est plus exigeant qu'un simple ralentissement avec une croissance à 0%. Il n'y a plus d'amortisseur, chaque écart d'exécution se voit immédiatement.
Chaque mauvaise allocation des ressources se paye plus vite. Dans le même temps, les règles du jeu deviennent plus instables entre plateformes qui contournent les contraintes, contrôle public qui se renforce et nouveaux intermédiaires technologiques qui s'installent dans le parcours d'achat. Le commerce doit composer avec plusieurs lignes de force qui vont pas toutes dans le même sens. Et pendant que les organisations ajustent leurs coûts, leur format ou leur parc, une partie du trafic et de la décision commence déjà à se déplacer vers les interfaces qu'elles ne pilotent pas. La question n'est plus seulement de savoir comment vendre, mais où se prend réellement la décision d'achat. Le ministère de l'économie veut reprendre la main face aux dérives du e-commerce low cost, à lire sur siècledigital.fr en date du 30 avril. Chargeurs qui prennent feu, jouets qui étouffent, insecticides bourrés de substances interdites, tout cela se vend en quelques clics et livré chez vous en 5 jours pour une poignée d'euros. Bercy vient de décider que la situation avait assez duré. Vigicommerce, un chef de file pour coordonner la riposte. Le problème n'était pas que les services de l'État ne faisaient rien, douane d'un côté, répression des fraudes de l'autre, Arcom ailleurs, ANSM encore à part. Vigicommerce réunit une trentaine de référents issus d'une vingtaine d'administrations. Il y a aussi la direction de l'aviation civile parce que l'on vend aussi des drones non homologués. Sur ces plateformes, le rôle de la cellule consiste à capter les alertes remontées par les particuliers ou les associations de consommateurs. Il faut ensuite les orienter vers le bon interlocuteur administratif sans les semaines de latence qui rendaient le système précédent inefficace. Le ministère de l'économie le reconnaît sans détour, car face à des acteurs qui jouent avec le droit ou l'ignorent délibérément, l'État devait changer de méthode. 75% de produits non conformes sur les plateformes contrôlées. En 2025, 30 plateformes ont été passées au crible, dont 16 basées hors de France. Sur 650 produits analysés, comme les jouets électroniques, articles de puériculture, les 3/4 ne respectaient pas la réglementation. Près de la moitié présentaient un danger, comme les risques d'incendie, d'étouffement ou de choc électrique. Plus de 100 000 références sorties de la vente, 57 000 rien que pour les jouets. Sur les 2 années précédentes, 275 000 articles chimiques dangereux avaient déjà été sortis des rayons numériques après le contrôle de 15 700 références. La totalité des adaptateurs et des chargeurs testés étaient non conformes. 6 sur 10 ont été jugés dangereux. On parle d'objets que l'on branche dans une prise tous les jours à côté de son lit. Le fantôme de Chine plane sur le dossier. Le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, avait annoncé que 2026 serait l'année de la résistance à Chine. La tentative de suspension de la plateforme par la justice a échoué, mais le retrait de produits illicites, dont des poupées à caractère pédopornographique, a été obtenu. Vigicommerce ne cible pas seulement les marketplaces chinoises, les plateformes américaines utilisées par les Français sont aussi dans le viseur. D'un côté, des e-commerçants européens qui payent pour les certifications, les traductions, les marquages CE, les contrôles de qualité, et de l'autre, des plateformes qui vendent des millions d'articles en s'affranchissant de ces coûts. Identité numérique, une infrastructure critique à mettre en place à l'heure où les cyberattaques et l'IA générative décuplent les cas de fraude et d'usurpation d'identité. À lire sur usinedigital.fr en date du 30 avril. À l'heure où la confiance numérique est devenue un impératif, l'identité numérique s'impose comme un enjeu de souveraineté, de compétitivité. Et dans ce domaine, ce ne sont pas forcément les pays riches qui sont les leaders, mais ceux qui ont su trouver un équilibre entre technologie, gouvernance et écosystème.
À mesure que l'intelligence artificielle générative démocratise la production de faux documents, de cyberattaques et d'usurpations à grande échelle, la capacité à prouver de manière fiable son identité devient un pilier fondamental de tout pays. Derrière chaque transaction, chaque accès à un service, chaque échange de données se pose désormais une question d'authenticité. L'infrastructure d'identité numérique bâtie aujourd'hui servira les populations pendant des décennies. Elle déterminera qui est inclus et qui est laissé de côté. Elle façonnera la relation entre les citoyens et leurs États pour une génération. C'est pourquoi elle doit être bâtie de bonne manière, souveraine par conception, inclusive par intention, interopérable par défaut, explique Agnès Diallo, présidente directrice générale InGroup, ce leader mondial des solutions d'identité et services numériques sécurisés, vient d'ailleurs de publier un rapport sur le sujet. Une fracture mondiale persistante malgré un consensus politique inédit. Leur niveau de maturité reste néanmoins profondément inégal à l'échelle mondiale. Seuls 33% disposent d'un système pleinement opérationnel, capable de délivrer de la valeur à grande échelle. Un tiers des pays se situe à un niveau intermédiaire, tandis que le dernier tiers est encore au stade des fondations, souvent sans cadre réglementaire ni stratégie claire. Il faut savoir que près de 800 millions de personnes dans le monde ne possèdent aucune preuve d'identité légale et 2,8 milliards n'ont pas accès à un service d'identité numérique sécurisé, même lorsque des systèmes existent formellement. Dans certains pays même, des barrières sociales ou juridiques empêchent encore les femmes d'accéder à une identité de manière autonome. France et Europe, une avance réglementaire qui ne suffit plus face à l'urgence des usages. L'Union européenne fait partie des espaces les plus avancés en matière de régulation, avec des cadres solides garantissant la protection des données, la reconnaissance juridique de l'identité numérique et l'équivalence entre identité physique et digitale. Le règlement IDAS 2.0, entré en vigueur en mai 2024, impose à chaque État membre de fournir un portefeuille européen d'identité numérique qui devrait devenir une réalité d'ici fin 2026. Avant la mise en œuvre d'applications pratiques, il permettra de stocker documents numériques, signatures électroniques avancées et authentification forte pour des services publics ou privés transfrontaliers avec contrôle total des données par l'utilisateur. La France, elle, a déployé son identité numérique via l'application France Identité, lancée en février 2024, qui dématérialise la carte nationale d'identité électronique et permet d'accéder à plus de 1800 services publics via France Connect. Plus de 3 millions de citoyens l'utilisent actuellement, avec des extensions récentes comme 800 000 permis de conduire et 500 000 cartes grises numériques. Mais dans de nombreux pays européens, l'identité numérique reste encore peu intégrée dans les usages quotidiens. Elle fonctionne dans des contextes administratifs précis, mais peine à irriguer les secteurs clés de l'économie comme la banque, les télécommunications, la santé ou l'éducation. Ce qui distingue les leaders, la convergence entre technologie, gouvernance et écosystème. Contrairement aux idées reçues, les pays leaders ne sont pas nécessairement ceux qui ont choisi la biométrie la plus avancée, ni les plus riches. Ce sont ceux qui ont traité l'identité numérique non comme un système gouvernemental technique, mais comme une plateforme économique et sociale complète, conçue avec les secteurs qui structurent la vie quotidienne, en particulier la finance, la santé, les télécoms, l'éducation. En d'autres termes, la technologie suit la vision, l'infrastructure suit la gouvernance, l'échelle suit l'adoption, souligne le rapport. Les pays leaders sont donc ceux qui parviennent à aligner ces trois piliers. Leur infrastructure technique est robuste et sécurisée, leur cadre juridique offre des garanties solides aux citoyens et surtout, leur système est largement adopté par les acteurs publics et privés. Le rapport met d'ailleurs en avant l'émergence de pays dits leapfroggers, capables de
rattraper, voire de dépasser des économies plus avancées. 13 pays à revenus faibles ou intermédiaires figurent parmi les leaders, comme par exemple le Kenya ou les Philippines. Paradoxalement, ils bénéficient bien souvent de l'avantage d'une absence d'infrastructures héritées, là où des pays développés doivent composer avec des systèmes fragmentés et parfois obsolètes. Un levier économique majeur face à la montée des risques de fraude. En dehors des questions sociales, politiques ou de sécurité, l'enjeu est aussi économique. Selon le rapport, les systèmes non digitalisés coûtent cher aux États. La généralisation de l'identité numérique pourrait débloquer une valeur économique équivalente à 3 à 13% du PIB d'ici 2030 dans les économies émergentes, avec plusieurs exemples notables. En Inde, le déploiement de l'identité numérique à travers le programme Aadhaar a permis de réduire les pertes dans la distribution de prestations sociales de 12,7%. PIX a contribué à hauteur de 0,3 à 0,5% du PIB par an en gain d'efficacité dans les 3 ans suivant son lancement, en intégrant 40 millions de Brésiliens jusque-là non bancarisés. L'identité numérique permet également de réduire significativement les pertes liées à la fraude et aux inefficacités administratives. Entre mythes politiques et réalité opérationnelle, malgré ces avancées, plusieurs idées reçues continuent de freiner les décisions publiques. La question de la confiance est souvent invoquée, mais elle masque un problème plus profond, l'absence de garanties concrètes pour les citoyens. Sans mécanisme de recours ni cadre juridique solide, l'adhésion reste limitée. Le coût constitue un autre frein récurrent, alors même que les gains potentiels dépassent largement les investissements initiaux. De même, le manque de compétences est souvent surestimé, alors que tous les pays leaders se sont appuyés sur des partenariats pour accélérer leur développement. Enfin, certains États considèrent qu'un système techniquement déployé est suffisant. Or, sans adoption réelle et sans intégration dans les usages, ces dispositifs restent marginaux et n'apportent pas les bénéfices attendus. Jacadi, repris par le groupe Deveau, Armand Thierry, une diversification validée sans condition, à lire sur republicretail.fr en date du 28 avril. Le rachat de Jacadi par le groupe Deveau a été validé sans condition par l'autorité de la concurrence, une opération qui s'inscrit dans le redressement d'IDKids et marque une diversification stratégique pour l'acquéreur. Le mouvement de recomposition du secteur de l'habillement se poursuit. Ce 28 avril 2026, l'autorité de la concurrence a validé sans condition la prise de contrôle de Jacadi par le groupe Deveau. Une décision rapide qui entérine une opération à la croisée de deux dynamiques, la fragilité financière d'un acteur historique de l'univers enfant et la stratégie de diversification d'un groupe solidement installé sur le prêt-à-porter adulte. Le projet, notifié le 13 avril, intervient dans un contexte particulièrement tendu pour IDKids, placé en redressement judiciaire début février, avec notamment son enseigne phare Okaidi. Le groupe cherchait à céder certains actifs pour restaurer sa trésorerie. Si plusieurs entités du groupe sont concernées par la procédure, Jacadi en est toutefois resté à l'écart. Dans ce cadre, Jacadi Paris, détenu depuis 2005, apparaissait comme un actif stratégique. Positionnée sur le segment premium de la mode enfantine, la marque disposait d'un profil attractif pour d'éventuels repreneurs. Selon les éléments disponibles, le groupe Deveau aurait finalement proposé les meilleures conditions de reprise, à la fois sur le plan financier et social, face à d'autres candidats, dont un investisseur américain. Une évolution stratégique pour le groupe Deveau, avec 293 points de contact dans le monde, dont 90 boutiques et un chiffre d'affaires de 211 millions d'euros. Jacadi Paris affiche une rentabilité en progression en 2025, une performance qui renforce l'intérêt de l'opération pour le repreneur, d'autant que la marque bénéficie d'une image forte à l'international, associée à l'art de vivre à la française. Pour Deveau, cette acquisition marque une évolution stratégique,
Basé à Levallois-Perret et détenu par Rodolphe Deveau, le groupe totalise environ 650 points de vente à travers ses différentes enseignes. Le groupe, qui s'appuie sur un portefeuille d'enseignes comme Armentières, Jacqueline Riu, Toscane ou Edgy, était jusqu'ici concentré sur le prêt-à-porter adulte. L'intégration de Jacadi lui permet d'entrer sur le segment de l'enfant, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en termes de clientèle ou de développement. Cette diversification s'inscrit également dans une logique opportuniste, rendue possible par la situation d'IDkids. L'analyse concurrentielle de l'opération n'a de son côté soulevé aucune difficulté. L'autorité de la concurrence a en effet estimé que la concentration ne présentait pas de risque pour le jeu concurrentiel. Jacadi est spécialisé dans les vêtements pour enfants et bébés, tandis que Deveau est positionné sur le prêt-à-porter adulte. Dans ces conditions, aucun cumul de parts de marché n'a été identifié, ce qui a conduit à une autorisation sans condition. La fragilisation de certains acteurs historiques, notamment sur ce segment enfant, crée des opportunités pour des groupes plus solides, capables de se repositionner ou d'élargir leur périmètre. Dans le même temps, l'attractivité des marques premium, en particulier à l'international, reste un levier stratégique important. Reste désormais à observer la manière dont Deveau intégrera Jacadi dans son portefeuille. L'enjeu dépasse la simple diversification. Il s'agit de préserver l'identité d'une marque premium tout en exploitant les synergies possibles. Cette opération pourrait ainsi marquer un changement d'échelle pour le groupe, à condition de réussir l'équilibre entre continuité et transformation. La finalisation de l'opération, attendue d'ici la fin du mois, devrait apporter un premier éclairage sur les intentions stratégiques du groupe et sur le rôle qu'il entend donner à Jacadi dans son dispositif global. Faire du shopping sur Amazon pourrait bientôt ressembler à une discussion en magasin, à lire sur siècledigital.fr en date du 30 avril. Amazon vient de lancer Join the Chat, une fonctionnalité qui permet de poser des questions à voix haute ou par écrit sur un produit et de recevoir une réponse audio en temps réel. Qui n'a jamais passé 15 minutes à éplucher les avis Amazon sur une cafetière pour savoir si elle convient à un débutant avant de refermer l'onglet sans avoir tranché? C'est exactement le problème que Join the Chat cherche à résoudre en remplaçant le défilement par une conversation. Parlez directement à la fiche produit sur l'application Amazon Shopping. Un bouton Here the Highlights apparaît sous la photo du produit. Un tap et une voix synthétique résument les points essentiels, caractéristiques, retour client, avantages et défauts. Jusque-là, rien de révolutionnaire. En appuyant sur l'icône Join the Chat, l'utilisateur entre dans un échange en temps réel. Il peut taper sa question, la poser à voix haute, l'IA met en pause le résumé, répond puis reprend là où elle s'était arrêtée. Vous pouvez même réduire le lecteur et continuer à naviguer pendant que l'audio tourne en arrière-plan. Des réponses qui ne se répètent pas. L'IA ne récite pas une FAQ, elle suit le fil de la conversation, se souvient de ce qu'elle a déjà dit et adapte la réponse au contexte. Si vous demandez si un pull est chaud, puis s'il gratte, la première réponse ne va pas reprendre l'intégralité de la fiche matière. Elle creusera directement dans les commentaires clients qui parlent de confort. L'ambiance que vise Amazon est celle d'un vendeur spécialisé dans un magasin physique. Quelqu'un qui connaît le rayon, qui a lu toutes les étiquettes et qui peut vous répondre sans jargon. Un maillon de plus dans l'arsenal IA d'Amazon. Et The Athlete était en test depuis 2025 et couvre déjà des millions de pages produits. Amazon empile les outils d'IA dédiés au shopping, Rufus pour comparer et rechercher, Interest pour repérer automatiquement des produits qui correspondent à vos goûts, Help Me Decide qui suggère des articles en fonction de votre historique de navigation. Amazon ne cherche pas à remplacer la fiche produit par un chatbot, il superpose une couche conversationnelle. Vous gardez les photos, les specs, les avis écrits, mais vous pouvez aussi discuter,
Quand cette fonctionnalité arrivera-t-elle en France et en Europe? Pour l'instant, seuls les utilisateurs américains en profitent. Vu la vitesse à laquelle Amazon déploie ses outils à outre-Atlantique, on peut espérer quelques mois de décalage plutôt qu'un an. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.